Bonjour les amis, depuis quelques semaines, la planète vit dans une nouvelle réalité. Et si on regarde le dénominateur commun de toutes les personnes, quelle que soit leur conviction à propos de ce qui se passe, ce dénominateur commun est la douleur commune due au traumatisme collectif. Qu'est-ce que c'est le traumatisme collectif? Quelles sont ses conséquences? Comment faire pour vivre dans cette nouvelle réalité? Cette vidéo est à propos de ce sujet qui nous intéresse tous. Je m'appelle Olga Alexandrova, je suis thérapeute et je vais démarrer cette vidéo par les définitions essentielles autour du traumatisme et sachez que ce sera un tout petit bout concernant le traumatisme collectif parce que le sujet est énorme. Alors, il existe deux types de traumatisme, traumatisme individuel et traumatisme collectif. Ils ont les mêmes caractéristiques, mais ce n'est pas du tout la même chose. Dans les deux cas, il y a un choc émotionnel qui perturbe la conscience de soi, la conscience du monde extérieur et la conscience du temps qui passe. Mais la différence est que le traumatisme individuel peut être guéri et dépassé par une personne, alors que le traumatisme collectif ne peut pas être guéri et dépassé par une seule personne. Le traumatisme collectif, c'est le résultat des événements choquants qui ont un impact sur des groupes de personnes, des grands groupes. C'est une sorte de perte de sens soudaine et totale. Comme exemple, on peut prendre les guerres, les génocides, les catastrophes, les actes terroristes, la famine, les événements liés à la mort, la privation collective de liberté, etc., etc. Et ce dont je vous parle, ce n'est pas la mémoire de ce qui s'est passé. Ce sont les ressentis collectifs et surtout les réactions collectives des gens, les réactions qui viennent en réponse à ces événements tragiques. Donc, ce sont des comportements spécifiques en nous qui ne sont pas toujours conscients, voire même très inconscients. Par exemple, acheter du PQ ou des boîtes de conserve, c'est une réaction par laquelle on manifeste la présence du traumatisme collectif en nous. Et comme je le disais, le ressenti dans le traumatisme collectif, il est collectif, mais la réaction comportementale face aux événements violents, elle peut être différente. Dans un événement de grande ampleur tragique, pratiquement tout le monde désigne le bourreau qui est responsable et les victimes en face. Pour un groupe, le bourreau sera X, pour un autre groupe, le bourreau sera Y. Mais il y a quand même la douleur qui est commune face à la violence. Et donc, face ces événements qui nous choquent, nous avons dans notre psychisme plusieurs réactions possibles. Je vais aborder 3 types de réactions comportementales face au traumatisme collectif qui signifient que nous digérons comme on peut l'événement traumatisant en mettant en place cette défense psychologique. Et donc, je vais parler de 3 comportements: fuir, combattre ou mimer. Fuir ici signifie éteindre le téléphone, prétendre que la vie continue comme avant, fermer les yeux, être dans le déni, se découper du monde pour montrer que je ne suis pas touchée, ou de dire que de toute façon je ne peux rien faire, je ne peux pas influencer les événements d'aucune façon. Ça, c'est la fuite. Combattre dans ce contexte signifie surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux, surveiller l'actualité pour se donner une illusion de contrôle de la situation. Mais c'est aussi exprimer son opinion, juger, critiquer, vouloir punir les méchants, poser des sanctions, etc., donner son avis, montrer que nous ne sommes pas indifférents. Et la troisième réaction que j'ai appelée mimer, c'est de faire comme les autres. Sortir dans la rue, mettre un drapeau à sa fenêtre, poser un badge sur son profil Facebook, etc. C'est ça la réaction de « je fais comme les autres », je mime les autres. Et la réaction traumatisante, la situation traumatisante, pardon, elle nous pousse toujours à réagir, à utiliser une stratégie comportementale pour pouvoir digérer ce qui se passe à l'extérieur. Et je vais vous parler de la souffrance. C'est évident que nous ne pouvons pas comparer la souffrance de ceux qui sont au chaud chez eux avec des pantoufles et qui regardent les informations
depuis leur canapé avec les personnes, la souffrance des personnes qui sont sur place. Dans un traumatisme collectif, il y a plusieurs types de souffrances qui coexistent au même moment. La première souffrance, c'est la souffrance de ceux qui subissent les violences et on appelle ces gens les victimes. La deuxième souffrance, c'est la souffrance de ceux qui combattent, ceux qu'on appelle les militaires et qui sont sur les champs de bataille. La troisième souffrance, c'est la souffrance des familles des victimes. La quatrième, c'est la souffrance des familles qui voient leurs enfants partir à la guerre, partir au combat. Cinquième souffrance, c'est la souffrance des témoins qui sont présents sur place, mais elles ne sont ni victimes ni combattants. Ils peuvent se sentir terrorisés, impuissantes, coupables pour ceux que subissent les victimes. Et puis, il y a un dernier type de souffrance, c'est la souffrance des témoins qui sont à distance, qui constatent les événements, mais qui souffrent aussi. Ces témoins à distance, c'est peut-être vous, c'est peut-être tous ceux qui n'ont pas vécu l'événement sur place, mais qui le vivent et le ressentent. C'est la souffrance des personnes qui n'ont tué personne. C'est la souffrance des personnes dont les proches n'ont pas été touchés, et pourtant, ce sont les personnes qui vivent le traumatisme quand même. Et il est important de comprendre qu'au même moment, c'est 5 ou 6, je ne sais plus, 6 types de souffrances existent en même temps. Et le traumatisme collectif, c'est un sujet immense. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont étudié ces sujets. Si vous voulez aller plus loin, je vais vous donner quelques-uns. Il y a des auteurs qui sont français, d'autres pas. Vous avez Peter Felix Kellerman. Vous avez Daniel Siegel, Sigmund Bauman, Freud aussi, qui ont écrit à ce sujet. Et puis, dans cette vidéo, moi, j'ai voulu aborder, bien sûr, les solutions, où je vais aller tout à l'heure, mais aussi la question, qu'est-ce qui détermine la gravité des conséquences, la lourdeur du trauma collectif? Il existe 4 facteurs qui déterminent la gravité des conséquences qui sont causées par un traumatisme collectif. Le premier facteur, c'est l'ampleur du traumatisme. C'est le nombre des personnes qui ont été touchées, c'est l'importance de l'événement, l'importance de l'échelle à laquelle il se déroule. Le deuxième facteur, c'est un facteur plutôt conditionnel, c'est une perception de l'injustice et du niveau d'injustice, c'est-à-dire de la justice qui est violée dans l'esprit des gens. Par exemple, si nous prenons l'exemple du génocide, il est perçu comme une injustice beaucoup plus grande que la mort du même nombre de personnes qui se produit lors d'un tsunami ou une catastrophe naturelle. Ou encore, dans une opération de libération des otages, la mort des méchants sera perçue comme plus juste que la mort des otages. Ça, c'était le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est lorsqu'il y a une impossibilité, une incapacité des victimes de résister face à leur agresseur. Par exemple, mourir dans un camp de concentration est beaucoup plus traumatisant dans notre perception collective que mourir dans un combat. La puissance du traumatisme diminue si la victime peut résister. Par contre, si la victime a été impuissante, si elle n'a rien pu faire, on va collectivement percevoir ça comme un traumatisme beaucoup plus grand. Et le quatrième facteur qui nous parle de la gravité des conséquences du traumatisme collectif, c'est l'impossibilité pour les survivants de décharger leur peine, d'exprimer ouvertement leurs émotions, parce qu'on les prive, par exemple, de cette opportunité. Je peux prendre le peuple allemand qui pouvait se sentir, par exemple, interdit d'exprimer le traumatisme suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, c'est grave en conséquence sur la collectivité. Ou encore, on peut prendre les grands-parents qui sont interdits de raconter à leurs petits-enfants les drames qu'ils ont vécus pendant la guerre.
pour ne pas perturber les enfants, parce qu'on n'en parle pas, parce que ça ne se fait pas, parce qu'il y a un interdit. Et pourtant, ça peut être très grave en conséquence. Je voudrais aussi aborder la question des principaux problèmes avec le traumatisme collectif. Plus le traumatisme est refoulé dans l'inconscient collectif, moins il ressemble à un traumatisme. Et on comprend encore moins comment il va nous affecter, comment il nous affecte. Il va agir sur nous, mais on n'en a pas conscience. En revanche, si le traumatisme est plus proche de la conscience, comme c'est le cas actuellement dans le monde, en mars 2022, cette influence du traumatisme devient plus compréhensible. Autre problème avec le traumatisme collectif, c'est le facteur temps. Pour le traumatisme collectif, le temps n'existe pratiquement pas. En tout cas, sur les 6-7 générations des descendants, ces personnes vont ressentir la blessure de leurs ancêtres. On peut dire qu'au fil du temps, l'égrégore, le balancier du traumatisme collectif s'estompe, mais il ne guérit pas spontanément parce que l'événement s'éloigne dans le temps. Ces effets ne disparaissent pas. Ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est pas par l'oubli de notre mémoire qu'on fait partir le traumatisme. C'est uniquement par la conscience qu'on va pouvoir se libérer de ce traumatisme, et j'en parlerai vers la fin de la vidéo. C'est-à-dire que si la société ne dépasse pas le traumatisme collectif, les effets de ce traumatisme vont continuer à vivre dans la mentalité des gens, dans les comportements des gens, sans être conscients. Je vais prendre un exemple. Prenons une personne qui aura 20 ans en 2042, par exemple, et qui portera le masque dans la rue. Elle ne se posera même pas des questions pourquoi elle porte ce masque-là. Ce qui ne sera pas possible pour elle, c'est d'enlever ce masque. Parce que ce geste, surtout peut-être dans des lieux publics, va la mettre mal à l'aise. Elle voudra intuitivement protéger son corps, son visage, sans savoir pourquoi. Et donc, les besoins disproportionnels en sécurité, par exemple, seront la conséquence d'un traumatisme collectif non digéré. Par contre, si la société s'en libère, alors là, le traumatisme collectif va cesser d'exister, il va tomber dans l'histoire. À ce moment-là, il va devenir l'événement historique, un événement historique. Comme par exemple, on pourrait supposer que les batailles entre Vercingétorix et César, on peut supposer que nous les avons dépassées. Mais nous n'avons pas dépassé encore le traumatisme des événements de 39-45. Pas encore. Et donc, le trauma auquel la société n'a pas fait face, dont elle n'a pas guéri, il va être quelque part délégué à la génération suivante et à la génération suivante et se transmettre plus loin. Il va se déposer dans l'inconscient collectif et il peut influencer aussi les différents aspects de notre vie sociale. Il y aura donc un problème sur les générations à venir. Et vous savez, il y a eu des données assez intéressantes, mais très tristes, concernant les victimes de l'Holocauste. Les petits-enfants de ces personnes souffrent massivement de troubles psychiatriques graves. C'est une étude qui a été faite. Mais combien de fois on va associer les maladies psychiatriques, les troubles du comportement, au traumatisme transgénérationnel de nos ancêtres? Sur quel scanner ou quel IRM vous verrez apparaître les traces de ces traumatismes collectifs? Quelles analyses vont vous révéler la peur de vos ancêtres? Il y a beaucoup de questions. La psychologie, la médecine s'y dirigent, mais honnêtement, c'est des tout petits pas qui sont faits aujourd'hui. Et je peux présupposer un schéma où la première génération va souffrir directement d'un événement traumatisant, comme par exemple ça peut être le cas maintenant. La seconde génération va essayer de digérer tant bien que mal les conséquences de ce traumatisme. Et très souvent, la deuxième génération, elle le fait dans le silence, elle le fait inconsciemment. On n'en parle pas, on ne le dit pas. Et ce n'est que vers la troisième génération où on a le plus de personnes traumatisées. Comment je le sais? Je le vois beaucoup dans les constellations familiales. Ce sont les troisièmes générations qui travaillent avec
un bagage énormissime qui vient de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents, et qui libère tout l'arbre familial et qui agissent aussi sur la société. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs problèmes avec le traumatisme collectif, et le traumatisme en lui-même n'est pas la seule chose qui nous porte préjudice, qui porte préjudice à celui qui l'a subi. Il y a aussi des symptômes qui surviennent à la suite des refoulements de ces souvenirs. Comme notre psychisme, il va nous défendre pour ne pas laisser entrer des ressentis douloureux, notre psychisme peut poser des mécanismes comme par exemple le déni. Il peut poser un blackout, quoi. Vous ne vous rappelez plus de ce qui s'est passé, mais des années plus tard, ces événements ressurgissent et le problème n'a pas cessé d'exister. Il y a Freud qui avait appelé cette période où tout va bien, je me comporte normalement, je semble ne pas avoir été traumatisée. Ça s'appelle la période de latence. Et une fois que cette période se termine, le souvenir va ressurgir sous forme de cauchemar, sous forme de flashback, sous forme de comportements étranges ou d'émotions qui n'ont pas d'explication, ou des troubles de comportement. Et cette période de latence, elle n'a pas de temps précis. Excusez-moi, mais ça peut nous péter à la figure à tout moment. Donc, je dirais que le traumatisme collectif, en termes de conséquences, c'est comme un éléphant géant qui vit dans votre maison, qui vit dehors, qui vit partout, mais il est transparent, c'est-à-dire il est invisible. Vous tombez nez à nez dessus, vous butez dedans, vous rencontrez cet éléphant partout, mais vous faites semblant qu'il n'existe pas. Vous le sentez sans le voir. C'est ma métaphore du traumatisme collectif. Et si on va encore plus loin, lorsqu'un grand groupe de personnes vit une expérience traumatisante, les relations entre les personnes, entre elles, entre leur identité, l'identité de leur gouvernement, de leur groupe, de leur population, commencent à changer. Et des conséquences assez graves peuvent arriver, des conséquences assez importantes sur le plan économique, sur le plan politique et social. Et donc, nous sommes confrontés au problème de la préservation de notre identité suite au traumatisme collectif. Et celui qui dit préservation de son identité, il parle nécessairement du problème du séparatisme. C'est-à-dire que si un groupe se sent menacé dans son identité, il va tendre vers le séparatisme pour retrouver son équilibre, son identité, la préserver. Un groupe fonctionne comme une personne, comme un territoire, comme un pays, et peut aussi se sentir dans son identité. Voilà mes premières réflexions sur les problématiques autour du traumatisme collectif, et je vais maintenant parler des solutions. Qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à ça? Alors, pour pouvoir surmonter le traumatisme, vous pouvez travailler individuellement. Cela est possible. Le travail individuel peut se faire en constellation familiale, par exemple en se référant à l'histoire de votre famille, de votre peuple, de la société. Et les constellations familiales peuvent se faire avec des jouets, par exemple des Lego, sur une table, ce qui ne nécessite plus d'animateurs et de groupes de personnes qui viennent consteller avec vous. Mais si vous ne connaissez pas les constellations familiales, ça ne vous avancera pas vraiment beaucoup. De toute façon, nous n'avancerons pas énormément tant qu'on n'a pas fait un travail collectif. Et pour travailler au niveau collectif, faut-il encore conscientiser l'impact du choc, l'importance de le guérir, voir le fond du problème qui est lié à notre séparation intérieure qui se manifeste dans la séparation extérieure, dans des ressentis de menace de notre identité collective. Sommes-nous vraiment séparés? Sommes-nous vraiment déconnectés? Sommes-nous vraiment des êtres humains différents, ou nous sommes quand même des frères et sœurs reliés? Et si vous voulez, c'est très simple à comprendre en posant le problème un peu à l'envers, un peu différemment, je dirais. Aujourd'hui, on trouve des ennemis parmi nous. L'autre est un ennemi et l'union avec lui est impossible. Mais maintenant, vous allez imaginer quelques instants que demain, la Terre est envahie par des extraterrestres. Pas très sympa, qui menacent l'identité de l'être humain.
et qui s'attaque à la Terre. Et donc, nous aurons un ennemi extérieur qui menacera tout le monde en même temps. Cet ennemi, l'extraterrestre, il n'en aura rien à faire de nos religions, de notre couleur de peau, de nos préférences sexuelles, de notre nationalité, qui aime quoi, etc. Si les extraterrestres attaquaient la Terre, alors tous les peuples qui sont présents ici oublieraient sur le champ les différences qui nous séparent pour tous s'unir sous une même identité, l'identité de l'être humain. C'est là que nous arrêterons de nous battre entre nous pour pouvoir combattre un ennemi qui menace l'identité de l'humanité. Alors, on ne sera pas plus évolué pour autant, puisqu'on sera dans le combat, mais cet exemple prouve qu'il est possible de nous unir, de construire sans détruire. Donc, le problème principal que nous avons à régler aujourd'hui, c'est la séparation entre nous. Soit vous êtes un humain, et votre voisin est un humain aussi, soit vous êtes un Français, un Chinois, un musulman, un écorché, un perché, et que vous avez envie de mettre une limite entre votre identité et celle du voisin. Donc, pour guérir, il faut recréer un sens nouveau à ce qui se passe et permettre des processus de deuil individuel. On leur accorde déjà de l'importance, mais on peut accorder encore plus d'importance à ces processus de deuil. Nous rééduquer aussi au sujet de la mort. Regardez, pour l'instant, c'est un sujet tabou. Dans l'inconscient collectif, la mort, c'est quelque chose, on n'en parle pas. Et pourtant, démystifier le sujet de la mort, parce que nous sommes tous mortels et on ne veut pas de la confrontation avec ce sujet. Et pourtant, tout ce à quoi on résiste persiste. Nous avons aussi à prendre conscience que nos iPhones, l'argent que nous avons en banque, il ne nous sauvera pas. Nous avons à prendre conscience que changer de résidence ne supprime pas le problème définitivement. Le problème reste, que je sois en France ou que je sois dans un autre pays. Nous avons à nous confronter à ces questions et elles touchent la spiritualité essentiellement. Comment stopper la guerre en moi pour que la guerre dehors s'arrête? Aujourd'hui, nous avons à nous poser la question, dans quel monde nous voulons vivre, au lieu de pointer le monde dont on ne veut pas. En mars 2020, nous avons tous été mis à l'arrêt. La vie nous a imposé de nous poser, de nous arrêter. Et c'était le moment pour se poser ces questions essentielles. Qu'est-ce qui est plus important, vraiment important pour moi? Comment est-ce que je vais vivre ma vie? Dans quel monde je vais vivre ma vie? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Tant que nous aurons un même problème pour tous, nous pourrons aller vers une solution commune, une seule solution commune pour tous. Et on nous donne une opportunité de voir ce problème commun, de le conscientiser. Celui qui veut, il le voit, ce problème commun. Certains le feront et d'autres non. Les amis, ce sujet est immense. Une capsule vidéo ne suffira pas pour vous expliquer les dégâts, les voies de sortie, mais peut-être que cette capsule vidéo, elle vous fera prendre conscience que c'est important ce qui se passe. On ne peut plus penser à la couleur de notre bikini qu'on nous allons mettre sur la plage cet été. On nous demande de nous focaliser sur les choses vraiment plus importantes. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous? Dans quel monde vous voulez vivre? J'aimerais vous donner deux petites choses pour conclure cette vidéo. Deux petits trucs. Je vous invite à aller faire le soin énergétique collectif sur la chaîne vidéo de Luc Baudin pour travailler sur la libération des traumatismes collectifs. Vous allez le faire de manière individuelle sur le sujet du traumatisme collectif. Ce soin collectif se tient ce soir, le 17 mars, à 21h. Je vous mettrai le lien sous cette vidéo et surtout, ce soin sera intemporel. Il sera présent sur la chaîne de Luc Baudin et vous pourrez le refaire quand vous sentirez le besoin. Et la dernière chose que j'ai envie de vous dire, pour clôturer le sujet du traumatisme collectif, c'est d'aller voir le film « Le déni cosmique », ou en anglais, il s'appelle « Don't Look Up ».
Ce film est une perle. Ça parle du traumatisme collectif. Et vous verrez à la fin de ce film une façon de gérer le traumatisme collectif. La réponse à qu'est-ce que je peux faire concrètement maintenant, maintenant. Elle est dans la dernière partie à la fin de ce film. Juste avant que dans ce film, pour ceux qui l'ont déjà vu, la comète frappe la Terre, juste avant ce moment, les visages des personnes qui sont à table, ce qu'elles mangent, ce qu'elles se disent, je n'ai pas mieux comme image pour vous traduire, pour vous donner l'idée de ce qu'il y a à faire par rapport au traumatisme collectif. J'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a été utile, importante. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous demande de mettre des likes sous cette vidéo parce que ça aide les algorithmes de YouTube de propulser la vidéo en avant. Et il y a peut-être énormément de personnes qui ont besoin d'entendre ce genre d'informations. Merci aussi pour vos commentaires, pour vos suggestions des vidéos futures. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a deux types de contenu. Il y a le contenu habituel qui existait sur la chaîne et puis il y a aussi le contenu qui a légèrement changé depuis quelques semaines où je vous parle comment sortir des états d'anxiété, comment les choses se passent dans le monde vibratoire. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt pour des nouveaux sujets. Merci. À bientôt les amis.